ce que c'est que la PUMA, les conditions d'affiliation, ce qu'il faut pour constituer une demande, la fermeture des droits et enfin une petite info sur le numéro de sécurité sociale. Donc, en fait, toute personne qui travaille ou réside en France de manière stable et régulière a droit à la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité à titre personnel et de manière continue tout au long de sa vie. Donc, c'est vrai qu'auparavant, avoir des droits au niveau de la sécurité sociale, il fallait des conditions de travail, donc il fallait travailler un certain nombre d'heures pour pouvoir avoir droit à la prise en charge. Donc maintenant, c'est du moment qu'on vit en France, donc on le verra un peu plus tard, mais il y a une question de conditions de résidence, donc il faut 3 mois de présence en France et être en situation régulière, et à partir de là, on a le droit au remboursement de tous ces frais de santé. Donc, la protection maladie universelle. Donc, quand on entre en France, donc, il faut soit avoir exercé une activité professionnelle ou résider en France de façon stable et régulière. Donc, dès la première heure de travail effectuée en France, on a le droit à l'ouverture de ces droits au niveau de la PUMA. Et si on ne travaille pas, mais qu'on réside en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire depuis plus de 3 mois sur les 12 derniers mois et qu'on est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, on a possibilité donc d'avoir l'ouverture de ces droits à la PUMA. Donc, ce délai des 3 mois de présence, en fait, il peut être abrogé en fonction de la situation de l'assuré. Donc, cette abrogation, elle a lieu pour les bénéficiaires des allocations familiales suivantes, allocations familiales, aide au logement, AAH, RSA, minimum vieillesse, ASPA, ASI. Donc, l'ASI, c'est l'allocation supplémentaire d'invalidité. Aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens travailleurs migrants dans leur pays d'origine. C'est également valable pour tous les jeunes qui sont inscrits dans un établissement d'enseignement ou stagiaires dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique et scientifique. Donc, les étudiants et les stagiaires, voilà, les stagiaires. Les personnes qui sont de retour en France après un volontariat international à l'étranger. Les membres de la famille qui rejoignent ou qui accompagnent en fait pour s'installer en France un assuré qui travaille en France ou qui a les 3 mois de présence en France. Une personne qui est reconnue réfugiée ou qui est bénéficiaire de la protection subsidiaire. Les personnes mineures enregistrées comme demandeurs d'asile ou personnes mineures à la charge d'un demandeur d'asile. Et les jeunes mineurs ou de moins de 21 ans pris en charge par un établissement ou un service dans le cadre de l'ASE, donc l'aide sociale à l'enfance, ou de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc, dans ces cas-là, effectivement, le délai des 3 mois de présence en France n'est pas requis. Pour toutes les autres situations, il faut avoir 3 mois de présence en France. Donc, l'ouverture des droits. Donc, il y a un formulaire à remplir qui est le S1106. Si l'assuré n'est pas rattaché à un régime de sécurité sociale français. Donc, il faut le remplir. Au dos du document, il y a la liste des pièces à fournir. Bien penser à le faire signer, puisque s'il n'est pas signé, en fait, il ne sera pas valable. Pour les jeunes qui ont entre 16 et 18 ans et qui demandent à devenir autonomes. Donc, maintenant, à partir de 18 ans, on autonomise systématiquement tous les jeunes. Mais effectivement, il y a des jeunes qui ont entre 16 et 18 ans et qui veulent devenir autonomes. Dans ces cas-là, c'est le formulaire S1110 qui est à compléter. Il faut qu'il soit accompagné d'un relevé d'identité bancaire du jeune. Donc, c'est important, c'est qu'en fait, comme il y aura des prestations qui vont être remboursées, il faut bien que le RIB soit au nom du jeune. Jusqu'à 18 ans, on accepte en fait le RIB des parents, mais comme après, à 18 ans, normalement, chaque jeune doit être autonome, il faut bien penser en fait à 18 ans, dans ces cas-là, à renvoyer un RIB au nom personnel du jeune. Donc, s'il a un RIB dès qu'il a 16 ans, par exemple, les apprentis, bien souvent, ils ont un salaire qui est versé,
ils ont un RIB, donc il vaut mieux donner le RIB du jeune. Donc, s'il y a des enfants à rattacher au compte d'un assuré, donc c'est le formulaire 3705. Donc, pareil, il faut le remplir et il faut nous le retourner, signer. Donc, quelques règles à respecter pour fournir les justificatifs. Donc, on ne demande que des photocopies, on ne demande plus d'originaux. Vous pouvez les envoyer soit par la poste, soit en version numérique. Et donc, pour beaucoup de dossiers, notamment la filiation, vous pouvez envoyer ça via notre outil de dépôt de pièces, via l'adresse mail pièces.cpam-isère.fr. Pour les partenaires qui sont conventionnés avec la ligne urgence précarité, s'il y a une urgence au niveau médical, vous pouvez nous transmettre le dossier via la LUP. Et s'il y a un renoncement aux soins, vous pouvez également nous envoyer le dossier via la mission accompagnement santé. Donc, effectivement, nous transmettre les pièces dès que possible ou dans un délai requis inscrit sur un éventuel courrier de l'assurance maladie. Donc, effectivement, dès que possible, puisque le délai court à partir du moment où on reçoit le dossier. Donc, s'il y a des soins avant l'envoi du dossier, on ne pourra pas les prendre en charge. Et des fois, on envoie des courriers de l'assurance maladie et donc on vous laisse un délai pour répondre. En général, c'est 15 jours. Sinon, après le dossier, il faut tout recommencer. Donc, au niveau des justificatifs, donc selon la nationalité, donc si la personne est française ou ressortissant européen, on ne demandera que la photocopie de la pièce d'identité ou du passeport. S'il s'agit d'une autre nationalité, on demandera donc un justificatif de régularité en cours de validité. Et donc là, ce que je vous expliquais, c'est qu'en bas, vous avez des liens qui ne sont pas actifs là parce qu'en fait, le partage d'écran ne va pas se faire, mais vous aurez la possibilité de les activer quand vous recevrez le support. Donc, quels sont les justificatifs? Donc, pour une première ouverture du droit à la PUMA, donc il y a plusieurs situations. Soit vous exercez une activité professionnelle. Dans ces cas-là, il faudra joindre au document 1106 la photocopie du dernier contrat de travail ou du premier bulletin de paye. Si vous percevez le minimum vieillesse, l'ASPA, l'allocation de veuvage, l'allocation supplémentaire d'invalidité, il faut un justificatif de cette situation. Si vous êtes hébergé, alors ça c'est par rapport à la condition, on va dire, au niveau des droits par rapport à votre situation. Après, au niveau de l'hébergement, si vous êtes hébergé par un particulier, donc vous devez justifier de 3 mois de résidence en France, et donc vous devez le justifier soit avec la quittance de loyer de l'hébergeur les 3 derniers mois, ou son dernier avis d'imposition, et une pièce d'identité et une attestation d'hébergement. Donc la pièce d'identité, c'est bien celle de l'hébergeur, pas la vôtre, enfin pas celle de l'assuré. Et par contre, si l'assuré est hébergé dans un centre d'hébergement ou domicilié auprès d'un organisme agréé, il faut la photocopie du certificat d'hébergement et une attestation de domiciliation établie par cet organisme. Il faut que ça date de plus de 3 mois. Donc, les droits au titre de la PUMA peuvent s'arrêter, soit parce que l'assuré est sorti du territoire français. Dans ces cas-là, donc, il peut nous faire un courrier en disant que voilà, il quitte définitivement la France, qu'il va vivre, donc il nous donne la nouvelle adresse. On peut faire aussi des contrôles, c'est-à-dire des contrôles, ce qu'on appelle des contrôles de résidence. C'est-à-dire que aléatoirement, 1 fois par an ou 2 fois par an, on va demander à certains assurés de nous justifier en fait de leur résidence en France. Donc, s'il n'y a pas de réponse à cette demande, on va clôturer le dossier. Et puis, éventuellement, si vous, en tant que partenaire, vous savez que l'assuré est parti définitivement s'installer dans un autre pays, vous pouvez aussi nous le signaler. Quand il y a une fin de régularité de séjour, donc en fait, il y a un maintien de droit pendant 6 mois.
à la fin de la validité du titre de séjour. Par exemple, le titre de séjour s'arrête le 31 décembre 2022. Les droits vont courir jusqu'au 30 juin 2023. Au-delà des 30 juin 2023, en fait, l'assuré n'a plus de droits au niveau de la PUMA. Donc, il va recevoir un courrier comme quoi il a possibilité de faire une demande d'aide médicale d'État. Sinon, son dossier sera clôturé. Et là, pareil, en fin de régularité de séjour, l'assuré peut aussi recevoir en fait un courrier de contrôle de résidence. Et dans ces cas-là, si on n'a pas de réponse ou s'il n'y a plus de titre de séjour en cours de validité, on clôturera les droits. Quand on clôture les droits, s'il y a une carte vitale, on invalide la carte vitale pour plus que l'assuré puisse s'en servir. Donc, le numéro de sécurité sociale. Donc, avant novembre 2021, pour toute nouvelle affiliation, il y avait l'attribution d'un numéro de sécurité sociale temporaire. Donc, ça commençait par un 7 si c'était un homme et un 8 si c'était une femme. Depuis novembre 2021, en fait, maintenant, on attribue un numéro d'immatriculation d'attente, un NIA. Et ce numéro, il correspond au numéro de sécurité sociale qui sera définitif. Avant, il y avait un changement, vous passiez du numéro provisoire au numéro définitif. Maintenant, c'est automatique. Dès l'arrivée en France, en fait, dès qu'on nous donne un numéro, ça sera un numéro qui ressemblera, enfin, qui sera le même que celui qui sera définitif plus tard. Mais par contre, il n'ouvre pas les mêmes droits que le numéro de sécurité sociale définitif. C'est-à-dire que tant que c'est un numéro d'immatriculation d'attente, il n'y aura pas de carte vitale, il n'y aura pas de compte Amélie. Et donc, il faudra bien que l'assuré nous fournisse un acte de naissance pour qu'on puisse modifier son dossier et qu'il se passe en numéro définitif. Donc, pour basculer d'un numéro d'attente à un numéro définitif, il va nous falloir la pièce d'identité, donc la carte d'identité nationale ou le passeport ou un titre de séjour, et une pièce d'état civil avec filiation, l'acte de naissance ou toute autre pièce établie par le consulat. Parce que des fois, effectivement, c'est compliqué pour les assurés d'avoir accès à leur acte de naissance. Donc, une attestation du consulat peut certifier son numéro et du coup être pris en charge. Donc, si le dossier est incomplet avec l'instruction pour un NIA classique est de 9 mois et peut aller jusqu'à la fermeture des droits si l'assuré ne transmet pas la pièce manquante pour permettre l'instruction. C'est-à-dire qu'on laisse 9 mois maximum à l'assuré pour pouvoir basculer d'un numéro d'immatriculation d'attente à un numéro définitif. Il est naturel et enfin, il est indispensable en fait de faire le nécessaire le plus rapidement possible pour éviter en fait que le délai soit passé et qu'on ferme le dossier. Dans ces cas-là, il faudra tout recommencer. Et à partir du moment où le dossier devient définitif, l'assuré pourra ouvrir un compte Amélie et pourra avoir accès à une carte vitale.